Sénégal. Toujours le chapitre reproduction chez les spermophytes, donc qui marque la fin de la partie reproduction chez les plantes vertes ou chlorophylliennes. Eh bien, pour la fin de ce chapitre, donc, le plan que nous allons suivre consiste à commencer par le devenir des pièces florales. Et pour ce devenir, nous allons d'abord parler d'un phénomène qu'on appelle pollinisation. La suite de la pollinisation, c'est pour permettre un autre phénomène qu'on appelle double fécondation. Et la double fécondation permet d'avoir la formation de la graine qui est la finalité, puisque comme nous allons nous voir tout à l'heure, la finalité de la reproduction chez les spermophytes, c'est de permettre d'avoir une nouvelle plante possible. Et comme nous allons le voir, la graine permet à une plante de transmettre la vie. Donc voilà comment est organisée une fleur de spermophyte, qui, je le rappelle, est l'appareil reproducteur des plantes vertes. Donc, il faut comprendre en termes de description qu'il y a ici ce qu'on appelle les sépales. Et comme vous le voyez, l'ensemble des sépales en vert constitue ce qu'on appelle le calice. Là, en orangé, vous avez ce qu'on appelle les pétales. Donc, voici les pétales qu'on peut découper. Maintenant, l'ensemble des pétales, donc la couronne que vous voyez ici, ce qu'on appelle la corolle. D'accord? Donc, une fois qu'on coupe, regardez bien ce qu'on découvre. On découvre ici le pistil. On voit nettement ici, au milieu, une structure de petite taille qu'on appelle le pistil, qui est formé, comme vous pouvez le voir là aussi, à sa base, de ce qu'on appelle le stigmate. Ensuite, le style, et tout à fait en bas, nous pouvons découvrir ce qu'on appelle l'ovaire. Donc voici l'ovaire et voici le style, voici le stigmate. Ça, c'est ce qui constitue ce qu'on appelle un pistil donc, de spermophyte avec les différentes parties. Maintenant, évidemment, autour, il y a ce qu'on appelle les étamines. Alors, donc, voici les pièces que nous avons déjà décrites, à savoir donc le pédoncule, le réceptacle, les sépales, les pétales, les pièces mâles, donc avec l'antère et le filet qui forment, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'étamine, le stigmate, le style et l'ovaire qui forment le pistil. Donc il faut comprendre qu'une fois que la fleur est mature, on a ici les gamètes mâles qui sont des grains de pollen, et là les ovaires qui contiennent des ovules qui eux-mêmes contiennent les éléments femelles, donc qu'on appelle les sacs embryonnaires, qui seront à l'origine de la fécondation, et qui sont considérés comme les éléments, donc gamètes femelles. Alors, maintenant la question qu'il faut se poser, c'est comment se fait la fécondation entre les cellules reproductrices mâles et les cellules reproductrices femelles. Il faut comprendre qu'il y a deux possibilités. D'abord, sur la même fleur, les grains de pollen peuvent se retrouver sur le stigmate et féconder donc leur propre plante d'origine. On appelle ça l'autofécondation, qui est, comme vous allez le voir, qui est difficile chez les spermophytes. La fécondation la plus privilégiée par les différentes structures, ce qu'on appelle la fécondation croisée, à savoir les gamètes mâles produits par une fleur vont se déplacer pour aller féconder une autre fleur. C'est ça qu'on appelle la fécondation croisée. Et ça, il faut le comprendre à partir des animaux. Chez les animaux, faire reproduire des proches parents pose un problème qu'on appelle la consanguinité. Cette consanguinité donc augmente les risques, notamment d'apparition de défauts ou de tares génétiques. Chez les fleurs, chez les plantes, c'est la même chose. La nature est faite de telle sorte que la fécondation croisée est privilégiée au détriment donc de la fécondation qu'on appelle autofécondation. Donc, maintenant, puisque la plante est théoriquement immobile, comment va se faire le transfert donc, des grains de pollen? Eh bien, ce transfert qui se fait donc dans ce cas-là est appelé pollinisation. La pollinisation, c'est les différentes modalités
qui vont permettre le déplacement des grains de pollen sur une fleur pour faire ce qu'on appelle la fécondation. Et il faut comprendre que ce phénomène qu'on appelle pollinisation peut être assuré par souvent des insectes, donc le papillon, les abeilles, donc certes, et parfois même des mammifères, la chauve-souris est capable de faire ça. Le vent, par exemple, dans le cas des graminées, c'est le vent qui permet de soulever les grains de pollen qui, en retombant, se retrouvent sur des pistils. Donc, l'ensemble des modalités, c'est l'eau aussi, pourquoi pas, puisqu'il y a des plantes qui sont des plantes aquatiques, comme le nénuphar, le nymphéa lotus, eh bien, la pollinisation est l'équivalent chez les animaux de ce qu'on appelle la migration des gamètes. Donc ici, la pollinisation permet de transférer des gamètes ici. Donc, des gamètes mâles qu'on appelle des grains de pollen, dont nous connaissons la structure. Après cette pollinisation, il faut constater que l'événement suivant est le vif du sujet dans la reproduction chez les spermaphides. C'est un événement qui est unique chez les spermaphides. On appelle ça la double fécondation, qui est le second point. Qu'est-ce qui va se passer? Une fois que les grains de pollen se retrouvent sur le stigmate, ils vont être happés par une substance gélatineuse, une substance collante comme de la glu, et grâce à un phénomène d'attraction chimique qu'on appelle chimiotactisme, chimiotropisme, eh bien, le grain de pollen va germer en envoyant ici ce qu'on appelle un tube pollinique. Dans le tube pollinique, on constate que les cellules reproductrices, c'est de la cellule végétative, son noyau s'y engage, suivi de la cellule reproductrice, et toujours attiré par l'ovule, les sécrétions chimiques, eh bien, regardez ce que fait le tube pollinique. Le tube pollinique va germer, ce qu'on appelle la germination du tube pollinique, et va venir arriver au niveau de cette ouverture naturelle qui donne accès au sac embryonnaire et qu'on appelle le micropyle. Ici. Donc vous voyez ici, j'ai mis nucelle, sac embryonnaire, raphée, donc île, funicule, etc. Donc, et pour faciliter votre compréhension, au lieu de représenter, comme je l'ai fait sur la fleur, plusieurs ovules, j'ai représenté un ovule de grande taille pour que l'élève puisse comprendre qu'est-ce que véritablement la pollinisation du grain de pollen. Donc voici cette pollinisation. Remarquez que la cellule végétative, donc son noyau s'y engage, suivi de la cellule reproductrice. Ces deux noyaux vont s'avancer jusqu'au niveau de l'ovule et c'est à ce stade que va se dérouler un phénomène important qu'on appelle la double fécondation. Alors, comment va se dérouler concrètement la double fécondation? Arrivé ici, on remarque que le noyau de la cellule végétative dégénère. Donc, le noyau de la cellule reproductrice ou génératrice, qui est haploïde, je le rappelle, se divise par mitose pour donner deux gamètes qu'on appelle des entérozoïdes. Des entérozoïdes. Donc, les deux entérozoïdes, il y en a deux, vont pour l'une fusionner avec l'oosphère et l'autre fusionner avec donc les trois cellules centrales, donc les trois noyaux finalement au total, puisque on a un noyau de entérozoïdes et deux noyaux de la cellule centrale, donc ce qui va permettre de parler chez les spermaphides de double fécondation. Donc la double fécondation chez les spermaphides, c'est quoi? C'est la fusion entre un entérozoïde et un oosphère, qui va donner ce qu'on appelle un œuf principal, et la fusion entre l'autre entérozoïde et les deux noyaux de la cellule centrale, qui vont donner ce qu'on appelle donc un œuf accessoire. Donc, et vous remarquerez que c'est très important en génétique. Autant l'embryon est diploïde, parce que étant la fusion entre l'oosphère haploïde et un entérozoïde haploïde, donc deux N, autant l'œuf accessoire, lui, est triploïde, parce qu'on a deux noyaux de la cellule centrale, donc N plus N, auquel s'ajoute un troisième N issu donc de l'entérozoïde restant. Et globalement, ce phénomène qu'on appelle donc pollinisation du grain de pollen ou germination du grain de pollen, eh bien, ce phénomène est à l'origine de ce qui va donner finalement le fruit et la graine. C'est pour ça que chez les spermaphides, on parle, je me répète, de double fécondation, puisque c'est une fécondation. Et cette double fécondation, au passage, est un phénomène
qui est caractéristique de ce qu'on appelle les spermaphites.